Quand j'ai commencé ce module sur l'art du soin en partenariat avec les patients, je pensais honnêtement savoir de quoi il allait être question. Après tout, comme beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dans des cabinets médicaux, des hôpitaux, des centres de rééducation et même parfois dans les salles d'attente où le temps semblait très relatif. Je pensais donc connaître le soin. Pourtant, ce cours m'a fait découvrir quelque chose d'assez dérangeant. Pendant longtemps, la médecine s'est surtout construite autour de la maladie. On observe un symptôme, on pose un diagnostic, on prescrit un traitement. C'est évident, indispensable. Mais au milieu de tout ça, une question reste souvent oubliée. Qui est la personne qui vit avec cette maladie? Cette présentation raconte justement ce changement de regard. On passe progressivement d'une logique où le patient est considéré comme un objet de soin ou à une logique où il devient un véritable partenaire. Et pour moi, ce changement n'est pas seulement théorique. Il touche directement ma vision du handicap, de l'autonomie, mais aussi de la relation humaine. En tant que personne en situation de handicap, j'ai souvent eu l'impression que des professionnels connaissaient parfaitement ma maladie sans forcément connaître ma vie. Or, personne ne passe autant de temps avec mon handicap que moi. C'est évident, ça paraît presque banal, mais elle constitue en réalité une révolution dans la manière de penser le soin. Au fil de cette présentation, je vais donc vous montrer comment les différentes approches de soins ont évolué, comment la notion de partenariat s'est construite et pourquoi elle me semble aujourd'hui essentielle pour construire une santé plus humaine, plus efficace et plus respectueuse de chacun. Je vais commencer par une question qui peut paraître simple, mais qui a profondément évolué au cours de cette année. Qu'est-ce qui soigne réellement? Si on m'avait posé cette question il y a quelques mois, comme j'ai dit il y a quelques instants, les médecins, les hôpitaux, les traitements, bien sûr, tout cela est essentiel. Je ne vais pas prétendre que ma sclérose en plaques disparaîtra grâce à une pensée positive, une bougie parfumée ou 3 séances de méditation entre 2 épisodes Netflix. Ce serait bien. La médecine moderne accomplit des choses extraordinaires. Mais ce cours m'a amené à comprendre que le soin ne se réduit pas à l'acte médical. Soigner, ce n'est pas uniquement réparer un corps, c'est aussi accompagner une personne. Derrière chaque diagnostic, il y a quelqu'un qui a des projets, des peurs, des habitudes, des relations et une histoire. 2 personnes peuvent avoir exactement la même maladie et pourtant vivre des réalités complètement différentes. C'est là que la notion de partenariat prend tout son sens. Pendant longtemps, la relation soignant-soigné ressemblait à une relation verticale. Le professionnel savait, le patient écoutait. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus que le patient possède lui aussi une forme d'expertise. Non pas l'expertise scientifique du médecin, mais l'expertise de sa propre vie. Par exemple, un neurologue connaît probablement beaucoup mieux la sclérose en plaques que moi. En tout cas, j'espère. Heureusement, mais moi, je sais ce que cela signifie, vivre avec cette maladie tous les jours. Je sais ce qui me fatigue, je sais ce qui me permet de récupérer. Je sais quelles difficultés sont visibles et lesquelles ne le sont pas. Et cette connaissance-là ne se trouve pas dans aucun manuel universitaire. C'est ce que j'ai découvert, c'est ce que le soin naît véritablement de la rencontre entre ces 2 savoirs. D'un côté, le savoir scientifique, de l'autre, le savoir expérientiel. Je vais y arriver. Aucun des 2 n'est suffisant seul. Le professionnel médical apporte ses connaissances. Le patient apporte sa connaissance de la vie réelle. C'est seulement lorsque ces 2 dimensions dialoguent c'est seulement lorsque ces 2 dimensions dialoguent que le soin devient pleinement pertinent. La bougie que l'on voit sur cette image symbolise justement cette prise de conscience. Une petite lumière qui paraît évidente une fois qu'on l'a découverte, mais qu'on ne voyait pas. Cette 3e diapositive correspond probablement à l'une des idées les plus importantes de la formation. Le patient possède un savoir. Dit comme ça, cela paraît presque évident. Pourtant, pendant très longtemps, la médecine a fonctionné comme si le savoir appartenait exclusivement au professionnel. Le médecin observait, diagnostiquait, décidait, et le patient suivait les consignes. Ce modèle a permis d'immenses progrès scientifiques, mais il avait une limite. Il considérait parfois le patient davantage comme un cas clinique que comme les personnes. C'est notamment ce que le modèle de Montréal a cherché à faire évoluer. L'idée est simple mais profondément révolutionnaire. Le patient n'est plus seulement bénéficiaire du soin, il devient partenaire. Cela ne signifie pas que le médecin cesse d'être expert, je vous rassure.
Je ne suis pas en train de vous dire que demain je vais remplacer mon neurologue après avoir lu 3 articles sur Internet entre 2 vidéos de chat. Le savoir médical reste indispensable, mais il existe un autre savoir tout aussi réel, celui de l'expérience vécue. Lorsque l'on vit avec une maladie chronique ou un handicap, on développe une connaissance très fine de son propre corps, de ses limites, de ses ressources et de son environnement. Cette expertise ne s'apprend pas dans les universités. Elle s'acquiert parfois au prix de nombreuses années d'essais, d'erreurs, de difficultés et d'adaptation. C'est ce que Rita Charon met également en avant avec la médecine narrative. Comme tu disais précédemment, elle nous invite à écouter les récits du patient. Non pas par simple empathie ou gentillesse, mais parce que ces récits contiennent des informations essentielles pour comprendre la situation de la personne. J'aime beaucoup cette phrase. Les larmes d'un patient sont un cadeau. D'ailleurs, au début, je ne comprenais pas, j'ai cru que j'étais psychopathe. Quand tu dis ça, les larmes d'un patient sont un cadeau. Elle torturait les gens, elle est dangereuse celle-là. Alors oui, ça paraît surprenant. Mais en réalité, cela signifie que l'émotion n'est pas un parasite à la concentration. C'est une donnée clinique. Une peur, une colère, une tristesse ou une inquiétude qui peuvent parfois nous apprendre davantage sur le besoin réel d'une personne qu'un examen parfaitement normal. Mais cette évolution soulève aussi une question importante. Reconnaître le savoir du patient, c'est partager une partie du pouvoir. Et partager le pouvoir n'est jamais simple. Pour certains professionnels, cela peut susciter une forme d'inquiétude, car pendant des siècles, le médecin a été la figure du sachant, celui qui détenait les connaissances, la réponse et parfois même les décisions. Accepter que le patient puisse contribuer à la réflexion peut être vécu comme une perte de statut ou d'attribut. Pourtant, il ne s'agit pas d'une perte de pouvoir, il s'agit plutôt d'un changement de posture. Le médecin ne devient pas moins compétent, il devient plus capable d'intégrer la réalité, vécue par la personne qui l'accompagne. Finalement, le partenariat ne retire rien au pouvoir médical, il lui ajoute une dimension humaine qui lui manque parfois. Mais si reconnaître le savoir du patient est essentiel, il faut comprendre pourquoi cette évolution a été nécessaire. Pour cela, il faut regarder les limites du modèle traditionnel et la façon dont le pouvoir médical s'est construit au fil du temps. Si le patient possède un savoir, cela signifie forcément que le médecin n'est plus le seul détenteur de la vérité. Et cette idée peut être déstabilisante. Non pas parce que le médecin serait contre le dialogue, la plupart ne le sont pas, mais parce que pendant des siècles, le médecin s'est construit une figure très particulière, celle du sachant. Le médecin était celui qui savait, celui qui nommait la maladie, celui qui décidait du traitement, et parfois celui qui disait même de ce qui était une bonne vie pour son patient. Cette posture a longtemps été nécessaire. Les connaissances médicales étaient rares, difficiles d'accès, mais représentaient un véritable pouvoir. Mais aujourd'hui, notre société a changé. Le patient s'informe, ils échangent entre eux, souvent grâce au café CEP. Ils connaissent souvent très bien leur maladie, parfois depuis 20, 30 ans. Ils demandent tout simplement que dois-je faire. Ils demandent quelles sont les différentes possibilités. C'est une différence énorme. Je sais, parfois, ça peut faire peur. Certains médecins peuvent avoir le sentiment qu'on remet en cause leur expertise, comme si partager la décision revenait à perdre de l'autorité. Mais au fond, ce n'est pas une perte de pouvoir parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est une autre façon d'exercer ce pouvoir. Un peu comme un chef d'orchestre. Il ne joue pas tous les instruments. Pourtant, sans lui, l'orchestre ne fonctionne pas. Le médecin reste indispensable. Simplement, il ne joue plus un solo, il dirige un dialogue. Cette évolution, je l'ai retrouvée dans plusieurs œuvres étudiées cette année. D'abord, Knock. Cette pièce est fascinante parce qu'elle montre qu'un savoir peut aussi devenir un pouvoir. Knock soigne, bien sûr, mais il crée aussi de la dépendance. Il transforme parfois des personnes en malades, avant même qu'elles ne se sentent malades. Cela nous rappelle qu'un savoir scientifique, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un véritable dialogue, peut facilement devenir une forme d'autorité incontestable. A l'inverse, le documentaire Haut les cœurs montre une médecine beaucoup plus humble. On y voit des professionnels qui n'imposent pas une décision. Ils construisent cette décision avec les personnes. Ils prennent en compte leur propre projet de vie. Parce qu'au fond, réussir un traitement qui détruit complètement la qualité de vie, est-ce vraiment réussir un soin? Enfin, la sociale nous rappelle quelque chose d'essentiel. La santé ne dépend pas uniquement du médecin, elle dépend aussi du logement, du travail, de l'école, des revenus, de l'accessibilité, de la possibilité de vivre dignement.
Qu'une personne handicapée renonce à consulter parce que le cabinet est inaccessible, la personne n'est plus, le problème n'est plus médical, il devient politique et social. Cette disposition m'a finalement appris quelque chose de très simple. Un médecin peut avoir toutes les connaissances du monde. S'il ne connaît pas la personne qu'il soigne, il lui manquera toujours une partie du diagnostic. Et inversement, un patient connaît parfaitement sa vie, mais il a besoin d'un savoir scientifique pour transformer cette expérience en véritable prise en charge. Le partenariat n'est donc pas une compétition entre deux savoirs, c'est la rencontre de deux expertises différentes qui deviennent plus fortes lorsqu'elles travaillent ensemble. Une fois que l'on comprend que le patient n'est pas uniquement un malade, mais une personne avec une histoire, une émotion, un projet, le regard change complètement. Et c'est justement ce changement de regard qui nous amène la personne avant de voir la personne avant de voir la pathologie. En tant que personne vivant avec une sclérose en plaques, je ne cherche pas un médecin qui sache tout. Je cherche un médecin qui accepte que je sache quelque chose que lui ne peut savoir. Ce que cela fait d'être moi, c'est là que commence selon moi le véritable partenariat. Et je commence à fatiguer, j'essaie d'aller vite, mais... Jusqu'à présent, nous avons parlé du savoir du partenariat et de partage du pouvoir. Mais finalement, tout cela poursuit un seul objectif, ne plus voir uniquement une maladie, voir une personne. Cela paraît évident, pourtant dans le monde médical, il est très facile de réduire quelqu'un à son diagnostic. On devient la CEP de la chambre 12, le bipolaire, l'obèse, la fracture du col du fémur. Sans mauvaise intention d'ailleurs, c'est souvent un langage pratique, mais les mots que l'on emploie finissent par influencer le regard que l'on porte sur les personnes. Et lorsqu'on n'en voit plus qu'une pathologie, on oublie la vie qui continue autour. L'exemple de la bipolarité m'a particulièrement marqué. Pendant longtemps, les troubles psychiatriques ont été perçus comme des faiblesses, voire comme des dangers. Pourtant, derrière un diagnostic psychiatrique, il y a souvent une personne qui essaie simplement de vivre une vie la plus normale possible. Ce que j'ai retenu, c'est qu'avant de vouloir soigner, il faut d'abord essayer de comprendre ce que vit l'autre, comprendre ses peurs, comprendre son histoire. Parce que la souffrance psychique ne se voit pas toujours. Elle est parfois aggravée, par le regard des autres, parce que plus que la maladie elle-même. Presque normal. J'ai aussi beaucoup aimé le documentaire. Il pose une question extrêmement simple. Finalement, c'est quoi être normal? Plus j'avançais dans cette formation, plus je me rendais compte que cette frontière entre les personnes normales et les frontières malades est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui, je suis patient. Demain, cela peut être n'importe lequel d'entre nous. La maladie n'est pas un monde à part. C'est une possibilité de la condition humaine. Et je crois que cette idée change profondément notre façon de rencontrer les autres. Enfin, ces réflexions rejoignent directement mon propre vécu. On parle beaucoup de handicap visible. Pourtant, une immense partie du handicap ne se voit pas. La fatigue, les douleurs chroniques, les troubles cognitifs, les maladies psychiques, les séquelles neurologiques. On entend souvent « tu as l'air en forme », comme si on pouvait évaluer la santé d'une personne simplement en la regardant. Personnellement, avec la sclérose en plaques, je peux parfois sourire tout en étant complètement épuisé intérieurement. Et je sais que beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique se reconnaîtront dans cette situation. C'est pourquoi écouter devient parfois beaucoup plus important qu'observer. Les examens montrent une partie de la réalité. La parole du patient montre tout le reste. Si je devais résumer en une phrase, ce que je dirais pour le partenariat, c'est... je dirais que le partenariat commence le jour où on cesse de demander « quelle maladie avez-vous » pour commencer à demander « qui êtes-vous » Parce qu'une maladie raconte rarement une vie. Une personne, en revanche, raconte toujours beaucoup plus que son dossier médical. D'ailleurs, si un jour mon neurologue résume ma vie à CEP progressive, je lui rappellerai gentiment que j'aime bien la musique, les chats, et que je râle beaucoup quand l'ascenseur est en panne. Une fois que l'on voit enfin la personne derrière la maladie, une autre question apparaît naturellement. Comment peut-on construire concrètement une relation de soins qui respecte la personne? Au départ, j'avais une vision assez classique du soin, un diagnostic, un traitement, puis c'est ce que je disais au tout début. En réalité, je découvre que de nombreuses approches peuvent améliorer la qualité de vie sans forcément agir directement. Elles ne remplacent pas la médecine, elles la complètent. La médiation animale,
Quand on voit un chien entrer dans un service hospitalier, on pourrait croire que c'est simplement une animation sympathique. En réalité, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. L'animal ne juge pas, il ne regarde pas le fauteuil roulant, il ne connaît ni le diagnostic ni le pronostic. Il entre simplement en relation. Quand je vois mon chat, par contre, j'ai des doutes. Et parfois, tu as envie de faire tomber une angoisse, de faire sourire un enfant ou d'apaiser une personne âgée. On ne soigne pas seulement avec des molécules, on soigne aussi avec du lien. Comme le clown à l'hôpital, Gilles, qui va donner exactement la même réflexion. Je dois reconnaître qu'au début, j'étais un peu sceptique en me disant, honnêtement, si je suis hospitalisé avec une perfusion dans le bras, est-ce qu'un clown est vraiment ma priorité? Puis j'ai compris que le clown ne vient pas faire oublier la maladie. Il vient rappeler qu'il existe encore une personne derrière le patient. Pendant quelques minutes, on cesse d'être le malade de la chambre 214, on redevient quelqu'un qui peut rire. Et ce simple changement de regard peut transformer complètement une journée d'hospitalisation. Finalement, le clown ne soigne pas la maladie, il soigne parfois ce que la maladie abîme le plus, notre humanité. L'hypodème et la grossophobie, le cours sur le lipodème m'a également marqué parce qu'il montre que la souffrance n'est pas toujours liée uniquement à la maladie, elle peut venir du regard des autres, des remarques, des préjugés, même parfois du regard médical lui-même. C'est ce qui m'a peut-être le plus marqué souvent. Une personne en surpoids entend souvent « il suffit de faire un effort ». Pourtant, certaines pathologies, comme le lipodème, montrent que la réalité est infiniment plus complexe. Cette partie m'a rappelé une idée essentielle. Avant de juger une personne, il faudrait peut-être commencer par écouter son histoire. Le docteur indien a probablement été celui qui m'a le plus fait réfléchir. Il oppose deux visions du monde de la médecine, deux visions de la médecine. D'un côté, la médecine occidentale, extrêmement performante sur le plan scientifique, de l'autre, la médecine ayurvédique. Je ne sais pas si je le prends bien. Il prend davantage de temps pour écouter les personnes, pour écouter la personne dans sa globalité. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce n'est pas de savoir laquelle des deux a raison, c'est de voir que chacun possède des forces et des limites. L'Ayurveda nous rappelle que l'alimentation, le sommeil, l'environnement, le rythme de vie ou la relation thérapeutique influencent notre santé. La médecine occidentale nous rappelle qu'un traitement doit être évalué, comparé, prouvé. Je ne crois pas qu'il faille opposer ces deux approches. J'aime bien cette image, la ceinture et la bretelle. Si une approche complémentaire améliore le bien-être d'un patient sans remplacer un traitement efficace, ni mettre sa santé en danger, pourquoi s'en priver? Mais rester ouvert ne veut pas dire être naïf. L'esprit critique reste indispensable, sinon on risque de confondre accompagnement et illusion. Si je devais résumer cette partie en une phrase, je dirais que le soin ne se résume pas à guérir, il consiste aussi à soulager, rassurer, redonner du pouvoir d'agir, préserver la dignité et parfois simplement à faire en sorte qu'une journée difficile devienne un peu moins difficile. Toutes ces découvertes m'ont amené à une dernière réflexion. Finalement, si le soin est une rencontre, un partenariat et une ouverture à différents accompagnements, qu'est-ce que cela change concrètement dans ma manière de penser la santé et mon futur regard, journaliste, de citoyen, de patient? Cette formation ne m'a pas appris à choisir entre la médecine scientifique et les approches complémentaires. Elle m'a appris à me poser une question beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qui aide réellement cette personne, ici et maintenant, tout en respectant les connaissances scientifiques? C'est peut-être ça finalement l'art du soin. Je voyais surtout la médecine comme une solution d'acte technique. Je me demandais quel est le meilleur traitement, spécialiste, comment ralentir la maladie. C'est une vision très centrée sur le diagnostic, une vision logique, mais finalement assez incomplète. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne regarde plus les choses de la même façon. Bien sûr, les traitements restent essentiels. Je ne suis pas devenu opposé à la médecine, bien au contraire. Mais je comprends maintenant qu'un traitement n'a de sens que s'il s'inscrit dans un projet de vie. Avant de demander que peut faire la médecine, je me demande désormais qu'est-ce qui est important pour cette personne. Parce que deux personnes atteintes de la même pathologie peuvent faire des choix complètement différents. Ce qui a changé chez moi, c'est cette formation m'a aussi obligé à faire preuve d'un peu d'humilité. J'aime poser des questions, j'aime chercher des réponses, j'aime comprendre, mais j'ai découvert qu'en santé, il existe parfois quelque chose de plus important que la réponse, c'est la qualité des questions. Et une simple question comme « Comment vivez-vous cette situation ?» va ouvrir davantage de portes qu'un discours médical. En tant que patient,
Cette formation m'a également réconcilié avec une idée. Pendant longtemps, je pensais que mon expérience personnelle n'avait pas beaucoup de valeur face aux connaissances médicales. Aujourd'hui, je comprends qu'elle constitue une expertise. Pas une expertise scientifique, une expertise de vie. Et finalement, les clientèles. Cette réflexion dépasse d'ailleurs le domaine de la santé. Elle influence lorsque je réalise un reportage sur le handicap et je me pose désormais une question très simple. Est-ce que je parle des personnes ou est-ce que je leur donne la parole? Ce n'est pas du tout la même chose. Finalement, ce DU m'a appris que le soin commence souvent au moment où l'on accepte de ne plus parler à la place des autres. Si je devais résumer cette année en ouvrage, je dirais que je suis passé d'une médecine qui soigne des malades à une médecine qui rencontre les personnes. Et je crois que cette nuance change absolument tout. Elle m'a appris un nouveau regard. Finalement, je suis tout à fait le même patient qu'au début de cette année. Je me pose davantage de questions. J'ose exprimer mes choix. Je n'attends plus que l'on décide pour moi. J'ai compris que participer à une décision, ce n'est pas manquer de confiance envers son médecin, c'est lui faire suffisamment confiance pour construire cette décision avec lui. Cette formation m'a appris que le plus beau geste de soin n'est peut-être pas de dire au patient « je vais vous guérir », c'est peut-être de lui dire « décidons ensemble de la meilleure façon de vivre cette maladie ». Le soin ne commence pas lorsqu'on trouve un traitement. Le soin commence lorsque quelqu'un se sent enfin reconnu comme une personne. J'aimerais terminer avec une image, cette main tendue que l'on voit sur cette dernière diapositive. Pendant longtemps, j'aurais pensé que le soin consistait à tendre une main vers le patient. Aujourd'hui, je crois que le soin consiste plutôt à tendre la main et à accepter que l'autre puisse la saisir. Parce que le partenariat n'est pas une aide qui descend d'un sachant vers un malade, c'est une rencontre entre deux êtres humains qui avancent ensemble. Je voudrais enfin remercier toute l'équipe pédagogique. Merci pour votre disponibilité, votre bienveillance et votre exigence. Merci de nous avoir fait découvrir des disciplines où je ne serais jamais allé. Merci pour les débats, les documentaires, les échanges, parfois dérangeants mais toujours enrichissants. Merci pour les ateliers d'écriture et de slam, mais ils m'ont rappelé que les mots peuvent parfois soigner autrement. Ils n'en remplaceront jamais un médicament, mais ils me permettent de remettre de l'humanité là où la maladie prend parfois toute la place. Et je crois que c'est probablement la plus belle des leçons que je retiendrai cette année. On dit souvent que la médecine ajoute des années à la vie. Cette formation m'a appris qu'elle peut aussi ajouter de la vie aux années.